Règle numéro 1, moins d'ego, plus de richesse. Économiser de l'argent, c'est concrètement l'écart entre votre ego et vos revenus. La richesse est créée simplement en supprimant ce que vous pourriez acheter aujourd'hui afin de vous permettre d'avoir beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'options à l'avenir. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. C'est Anthony et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que tout se passe bien de votre côté. Moi personnellement, ça va en ce moment, pépère, pépouze. Dans les affaires suivent leur cours, pas grand chose. Il n'y a pas eu grande évolution depuis le dernier épisode. J'en profite tout de suite les amis pour vous inviter à mettre pause à cet épisode, allez noter 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire. Merci aux auditeurs qui ont commencé à noter aussi sur Spotify. J'ai découvert ça récemment, donc c'est super cool, au top. N'hésitez pas, partagez-le sur Instagram, où vous voulez, faites-le connaître, démocratisez-moi ce podcast les amis, tout simplement. Sinon, à part ça, la formation sur les finances personnelles va arriver, là je le sens. Je sais pas si vous le sentez vous aussi, mais ça arrive très bientôt. J'ai tout écrit, et je vous ai tout mis en forme. Je suis en train de travailler sur les vidéos pour vous rendre ça un peu attractif quand même. Parce que c'est déjà un peu barbant les finances personnelles. Alors si en plus de ça, c'est flingué design, au niveau du design, ça va pas le faire. Donc je suis en train d'essayer de vous faire un petit truc plutôt pas mal. Ça devrait pas tarder à arriver. De toute façon, entre nous, vous serez tenu informé, vous en faites pas. Bon, sinon, à part ça, cette semaine, pas de questions. Alors, j'en ai eu, mais pas des choses hyper percutantes. Du coup, on va directement passer au sujet du jour. Les amis, aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler d'un livre que j'ai pas mal kiffé. C'est le livre de Morgan Housel, La psychologie de l'argent. C'est un de mes livres préférés sur les finances personnelles. Et j'ai pensé que ça serait tip top de vous donner aussi un petit aperçu de tout ce que j'ai retenu de ce livre. Euh, j'ai appris pas mal de choses, mais une grande leçon que j'ai appris, c'est que gérer l'argent, ça n'a pas grand-chose à voir en fait avec votre intelligence, mais ça, c'est beaucoup plus basé sur votre comportement. Et le comportement, c'est quelque chose qui est difficile à enseigner, même aux personnes qui sont les plus intelligentes au monde. Un génie peut penser que peut-être qu'il va pouvoir déjouer le marché et prendre beaucoup plus de risques, alors qu'une personne ordinaire avec même très peu d'éducation financière peut devenir très riche si elle possède des compétences comportementales qui n'ont absolument rien à voir avec l'intelligence. Et l'investissement, c'est l'un des rares jeux où une personne ordinaire peut obtenir des résultats extraordinaires. Il suffit simplement de suivre un certain nombre de règles, de principes, de stratégies d'investissement très simples et qui ont fait leurs preuves. Alors on va commencer directement par le premier chapitre de ce livre. Le premier chapitre s'intitule Personne n'est fou. Dans ce chapitre, l'auteur nous parle de la façon dont chacun a son propre objectif, comment chaque personne voit le monde avec sa propre vision, et il nous explique que ça va dépendre aussi en fait en grande partie des expériences vécues par cette personne. C'est- Ça me rappelle une étude qui a été basée, qui a été axée sur comment les gens ont vécu les difficultés de la Grande Dépression en 1930. Et dans cette étude, on nous montrait que les gens en fait ont eu tendance à épargner beaucoup plus et être beaucoup plus frugaux et conservateurs avec leur argent, parce que voilà, ils savaient concrètement ce que c'était de traverser une période de difficulté, et ils voulaient être préparés à tout ça si jamais ça se reproduisait d'une manière ou d'une autre. Et c'est juste l'effet psychologique de passer par là. Je pense que c'est quand même un truc de dingue. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, surtout les jeunes, ils prennent des risques que je trouve totalement inconsidérés sur les marchés,
Je pense notamment, je pense notamment que une raison à ça, c'est que bah, la plupart de tous ces jeunes n'ont pas connu de grosses crises. Depuis 2008, il n'y a pas eu grand-chose. On n'a pas connu même moi personnellement, j'ai pas connu de grande dépression, tu vois, où les gens ont perdu énormément d'argent. Et beaucoup de jeunes, ils se sont habitués à ce que les marchés augmentent presque tout le temps. Parce que si tu regardes sincèrement, depuis 2008, le marché c'est to the moon. Et bon, du moins jusque récemment, avec des actifs à risque comme les cryptos, euh, là on a vu que bah, les cryptos ils connaissent un recul assez conséquent ces derniers temps. Et tu vois, la dernière grosse crise, on va dire que c'était en 2008. Personnellement, j'avais que 16 ans et je me souviens pas vraiment de ce que c'était de traverser cette crise de 2008. Je suppose que, bah, au final, une leçon à tirer de tout ça, c'est que de nombreuses personnes prennent des décisions en matière d'argent en fonction de leurs propres préjugés, tu vois. Et ils prennent leurs décisions en fonction de leur propre expérience et en fonction de ce qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeunes. Je pense, hein, après, ça reste comme mon avis, hein. Pour continuer dans le chapitre suivant, on a du coup l'auteur. Il va nous parler de chance, de risque et de la façon dont les résultats de certaines personnes finissent en fait par être totalement hors de notre contrôle. Et souvent, en fait, il est difficile de quantifier la chance lorsqu'on regarde le succès. On va parler de Benjamin Graham. Benjamin Graham, il est connu comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. C'est, on va dire, le père de l'investissement qui est axé sur la valeur. Et c'est aussi l'un des premiers mentors de Warren Buffett. Maintenant, il y a une petite arnaque avec Benjamin Graham. C'est que la majorité de son succès en matière d'investissement, c'était dû en fait à une très très grande participation dans des actions de l'entreprise Gecko. Et dites-vous quand même que euh, il a même enfreint sa propre règle de diversification. Il a écrit beaucoup de livres. En fait, dans ses livres, il disait diversifiez-vous, diversifiez-vous. Alors que le mec, il avait une part de son portefeuille d'actions Gecko euh, phénoménale. Et du coup, est-ce que Benjamin Graham, il a eu de la chance? Ou est-ce que c'est vraiment un génie? Et c'est quelque chose que vous pouvez trouver chez de nombreuses personnes qui réussissent. Ils sortent souvent des sentiers battus et ils obtiennent un succès extraordinaire. Ça me rappelle, tu vois, comme Warren Buffett. Warren Buffett, c'est pareil que Benjamin Graham. Il recommande aux gens d'investir dans des actions du SP500, uniquement d'investir dans le SP500. Et lui-même, il ne suit pas ses propres conseils parce que la quasi-totalité de son argent, c'est les actions de sa boîte, Berkshire Hathaway. Et souvent, la différence entre euh, quelqu'un qui est audacieux et totalement imprudent, c'est simplement en fait le résultat d'avoir pris le risque. Il est difficile de faire la différence entre la chance et le génie en matière d'investissement. Et l'auteur nous recommande plutôt d'étudier des modèles, on va dire, généraux, plutôt que d'étudier des individus spécifiques. Parce que les individus pourraient prendre des choses, des décisions totalement aberrantes dans un certain domaine. Et tu vois, ce qui a fonctionné pour eux pourrait ne pas fonctionner pour toi. Et si on commence à étudier des trucs bizarres, pas besoin de remonter hyper loin. On retourne en 2020. Tu vois, moi, ça me rappelle le marché boursier jusqu'en 2020. Pour moi, je m'étais dit, ça y est, le marché, il va se dégringoler, tu vois. Et bah, si tu regardes réellement le marché boursier entre 2020 et 2021, après le crash Covid, on a eu une montée spectaculaire, une hausse des prix et surtout une hausse des prix des actifs les plus risqués. Bon, maintenant, on a tous vu que bah, ces actifs risqués se sont finalement corrigés, mais tu vois, si tu prends par exemple les actions de la société ARC, ça se négocie maintenant à moins de 50 euros, à moins de 50 dollars, alors qu'elles ont tapé du 160 un peu plus tôt. Et je pense que la leçon ici, c'est que
que tu aies un succès fou dans l'investissement ou dans quoi que ce soit d'autre, il faut juste pas oublier qu'il y a quand même une partie qui est due à la chance. Certes, il y a du travail, mais il y a beaucoup de d'inconnus dans l'équation. L'auteur nous soulève aussi un autre point. Euh, alors, l'auteur, je ne sais pas s'il est précisé, mais il est américain et du coup, il parle des Américains. Mais concrètement, il nous donne autre chose. Il nous dit que les Américains vivent dans une société qui est très motivée par la cupidité. Une fois que quelqu'un gagne 100 000 dollars par an, il va commencer à vouloir gagner 110 000. Une fois qu'il a cela, il va faire encore plus pour avoir plus de choses supplémentaires que l'argent peut acheter. Et à un moment, en fait, à un moment donné, il faut que tu décides ce qui te suffit. L'auteur recommande également d'être prudent à se comparer aux autres, parce que tu peux travailler dans un environnement où bah, tes collègues gagnent, euh, on va dire 100 000 euros à l'année, et toi tu viens de commencer ta carrière et puis tu es à 50 000. Selon les normes de la société, tu es quand même, je sais pas, hein, je sais pas on est à combien en France, mais on va dire que peut-être aller t'es au double du revenu médian des ménages, et c'est déjà pas mal. Mais quand tu regardes ton environnement, tu peux te dire que, bah en fait, t'es pas si bien loti, parce que tu vois tout ce que tes collègues ils sont capables d'acheter avec leur paye à 100 000. Toi, tu vas essayer de les suivre, et finalement, en fait, bah, c'est un jeu perdant, parce que tu n'en auras jamais assez. Et il est quand même important de garder les pieds sur terre et de déterminer ce qui te suffit réellement, ce qui compte réellement pour toi. Et il faut savoir que cette compétence, parce que je pense que c'est clairement une compétence, c'est quelque chose de précieux. Parce qu'il est facile, tu vois, de se laisser avoir par les autres. Tu vois, surtout maintenant où la dette, on sait que c'est facile de lever de la dette, que on a les médias sociaux où tout le monde a une vie, mon gars, ils ont tous une... J'ouvre mon Insta, ils ont tous une vie formidable. C'est un truc de fou. Et on peut se faire avoir, tu vois. On sait pas, sur Instagram, tu peux dire que ouais, les mecs, ils ont vraiment la best life que tu aimerais avoir. Puis souvent, en fait, quand tu vas regarder en dessous, bah, c'est pas aussi bon que c'est pas aussi bon que ce qui paraît, tu vois. Donc, méfiance. Il faut juste, voilà, vivre pour soi. Regarder ce qui vous suffit et pas besoin de se laisser berner par le jeu des apparences. Dans le chapitre 4, l'auteur va commencer à nous parler des intérêts composés. Je vous en ai déjà parlé énormément de fois, les amis, et vous allez voir, hein, je vous dis pas de la merde. L'auteur nous explique que un bon investissement ne consiste pas à obtenir automatiquement des rendements élevés. Et alors moi, je pense que beaucoup de gens se contentent d'investir juste pour avoir des rendements les plus élevés possibles. Mais il faut savoir que des bons retours, qu'est-ce qu'un bon retour? On va tabler sur du 6-7%. Des bons retours sur une très longue période peuvent tomber to the moon. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent uniquement sur la manière dont on peut obtenir des rendements élevés à court terme et ils ne mettent pas suffisamment l'accent sur l'obtention de rendements durables sur une longue période. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est beaucoup plus gérable pour l'investisseur type et beaucoup plus pratique. Il faut savoir que c'est la stratégie que Warren Buffett a très très souvent présentée. Et je vous rappelle quand même que Warren Buffett, c'est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Et pourquoi est-ce qu'il est considéré comme l'un des investisseurs les plus prolifiques de tous les temps? Parce qu'il est plus intelligent que vous? Je pense pas, non. Simplement que l'une de ses armes secrètes, c'est qu'il a investi pendant tellement d'années. Le mec a investi pendant 4 décennies, un truc comme ça. Et il faut savoir que plus de 99% de la richesse de Warren Buffett a été accumulée après son 50e anniversaire. 96% de sa richesse est venue après la soixantaine. Donc dis-toi que si il avait pris sa retraite à l'âge de 60 ans, il n'aurait plus rien fait, il aurait tout retiré de la bourse, etc. Il vaudrait environ, enfin, il ne vaudrait, entre guillemets, que 12 millions de dollars. C'est c'est honorable, mais c'est pas ouf, tu vois. Et le gros point à retenir ici, c'est que l'intérêt composé,
c'est un truc extrêmement puissant lorsque tu lui laisses du temps pour faire son travail. Si tu lui laisses pas de temps pour s'exprimer, malheureusement, tu n'auras pas de résultat. Et c'est juste quelque chose de très important à garder à l'esprit, parce que je sais que de nombreux éditeurs de ce podcast sont des gens qui sont plutôt jeunes. Et les amis, vous avez de nombreuses décennies devant vous. Donc restez investis à long terme pour laisser jouer ces intérêts composés. Les intérêts composés, dites-vous que plus longtemps vous les laissez, et plus ça fait intérêt sur intérêt sur intérêt sur intérêt. Et ainsi de suite. Et on peut aller vers des trucs extraordinaires. Ensuite, on a le chapitre 5, et c'est un des chapitres préférés, un de mes chapitres préférés du livre, c'est devenir riche ou rester riche. Et là, on a le droit à une petite histoire, c'est l'histoire de Jesse Livermore. Bon, je vous le fais grosso modo, Jesse, qui est né dans les années 1870, il me semble, et c'était l'un des plus grands négociants en bourse de son époque. À 30 ans, il valait une centaine de millions de dollars. Sauf qu'on arrive en 1929, grande dépression, et sa famille commence à s'inquiéter de fou pour lui. En une semaine, la bourse a perdu plus de un tiers de sa valeur. Sa famille, ils étaient très inquiets pour lui, et ils se sont dit, oh putain, ça y est, Jesse, il est mort. Il est mort, comme tout le monde. Sauf que Jesse, tu vois, un petit malin, tu vois, c'est un peu le Jesse Pinkman de, de Breaking Bad. Et ben en fait, il était du côté gagnant. Parce qu'en fait, juste avant ça, il avait réussi à un coup de poker, clairement. Il avait fait un ajustement de 3 milliards de dollars. Quelques jours auparavant, cette méga chute, voilà, c'est un move extraordinaire comme tu peux pas l'expliquer. Et c'est devenu l'un des hommes les plus riches du monde au cours de l'un des pires mois de l'histoire de la bourse. Et le problème, c'est que Jesse, il était cupide à mort, il était gourmand. Et en fait, il a continué à parier sa fortune parce qu'il s'est dit, ok, avec les succès passés, ça lui a donné une confiance totalement irrationnelle. Et en fait, il pensait clairement qu'il pouvait continuer toujours à battre le marché. Et il a fini malheureusement par s'endetter de plus en plus pour trader encore plus sur ses compétences, entre guillemets. Et bah finalement, il a tout perdu euh, et il a fini par se suicider à cause de tout ça. Et la leçon qu'on arrive à tirer de ça, c'est que cette histoire malheureuse, c'est que Livermore, comme beaucoup d'autres bons investisseurs, étaient vraiment bons pour devenir riches, mais en fait, ils étaient juste pas bons pour rester riches. Et il faut juste comprendre que c'est des choses qui sont complètement différentes. Une fois que tu as créé de la richesse, tu dois trouver comment conserver cette richesse. Devenir riche nécessite de prendre des risques, d'être calculé et patient, mais être capable de conserver son patrimoine nécessite aussi un certain niveau de sang-froid. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu peux vite faire n'importe quoi. Il faut éviter d'en dépenser trop. Tu dois éviter des niveaux d'endettement excessifs. Tu dois éviter de tout simplement devenir trop gourmand et de prendre des risques inconsidérés. Et donc, vous devez penser à long terme et être capable de résister au ralentissement du marché. Et pour tout ça, il faut de l'humilité pour reconnaître qu'une partie de la richesse que tu as créée pourrait être due à de la chance, tout simplement. Et personne ne peut avoir de la chance de manière constante année après année. Et retenez juste cette histoire de Jesse Livermore, c'est un excellent exemple pour ça. Un autre point que Housel a soulevé et que j'ai adoré, c'est que dans la planification de votre avenir financier, il faut toujours prévoir des scénarios où ça ne se déroule pas comme prévu. Tu vois, il y a des choses qui peuvent arriver, comme le coronavirus, personne n'était capable de le prévoir, et toutes ces choses auxquelles personne pourrait s'attendre, tu vois, je pense notamment à des attentats, regarde actuellement la Russie avec l'Ukraine, etc., etc. C'est des choses que tu ne peux pas prévoir, donc tu dois planifier des choses, tu dois planifier que les choses finissent par ne pas bien se passer à un moment donné, parce que plus tu prévois on va dire un scénario sans risque, sans,
sans éléments spécifiques, et en fait, plus ton plan il devient fragile. Tu vois, tu peux prévoir par exemple des rendements de 8% au cours des 30 prochaines années, mais si tu devrais envisager que... tu vois, non, je vais faire un parallèle avec l'immobilier, ça va être mieux. Ça va être plus parlant. Des fois, je vois des investisseurs, tu vois, qui veulent se lancer dans l'IMO. Ils ont trouvé un bien et leur bien, putain, tous les éléments sont optimisés au maximum. Ils vont partir sur de la colocation, de la location courte durée, aucune vacances locative, aucune réparation à prévoir dans le logement, euh, pas de, pas de merde. Que un plan qui se déroule comme sur des roulettes de A à Z. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu fais de la LCD, tu vas avoir de la casse. Tu vas devoir refaire de la peinture. Un logement LCD, bah, il se déprécie beaucoup plus vite en termes de réparation qu'un logement en location longue durée. Tu vas pas louer 365 jours par an, etc., etc. Il faut que tu te prennes des marges de sécurité. Si tu prends pas de marge de sécurité, eh ben, effectivement, je pense que ton plan il devient de plus en plus fragile. Tu vois, c'est comme ceux qui calculent uniquement le rendement brut. Non, non, tu calcules pas. Ok, peut-être pour comparer vite fait, mais le rendement, il se calcule sur du net minimum, net net, c'est le jackpot. Donc voilà, prenez certaines, comment dire, certains éléments spécifiques pour venir étayer votre plan et le rendre beaucoup plus probable. Voilà. Ensuite, on continue au chapitre 7. Chapitre 7, un chapitre qui parle de liberté. Et la liberté, c'est un thème récurrent que l'auteur aborde tout au long du livre. Et parce que la liberté, c'est quelque chose d'assez prioritaire pour lui. Je vais vous citer une citation que j'aime dans ce livre. C'est la forme la plus élevée de richesse, c'est la capacité de se réveiller chaque matin et de se dire, je peux faire ce que je veux aujourd'hui. Et en fait, concrètement, les gens veulent devenir riches pour être plus heureux. Et là, on va commencer à parler d'un domaine, tu vois, qui est quand même... c'est un sujet compliqué. Le bonheur, c'est un sujet compliqué parce que il est, il est différent pour tout le monde. Mais il y a quand même un dénominateur commun dans le bonheur, c'est que je pense que c'est un carburant universel, peu importe ta culture, etc. Le bonheur peut être résumé comme un carburant universel de joie, tu vois. Ce que les gens veulent, c'est contrôler leur vie, la possibilité de faire ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, quand ils veulent, aussi longtemps qu'ils veulent, et tout ça sans qu'il y ait une importance au niveau du prix, tu vois. Et ce qu'il faut retenir, c'est ce qui rend les gens heureux, c'est d'avoir un sentiment de contrôle sur leur vie. Et il y a une étude qui est parue récemment et qui te montre que malgré l'augmentation du niveau de vie aux États-Unis depuis 1950, les gens ne sont pas plus heureux. Tout simplement parce qu'en fait, euh, les gens abandonnent le contrôle de leur temps pour un salaire. Il y a beaucoup de gens qui ont un travail stressant, euh, qui vont, qui vont acheter une voiture qui coûte énormément d'argent avec de l'argent qu'ils n'ont pas, ce qui signifie en fait qu'ils vont devoir retourner au travail pour gagner plus d'argent, etc., etc., tu vois. Ça me fait penser à une chanson de Relsan. Tu travailles, non, c'est quoi? Tu fais un crédit pour acheter une voiture pour aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les gens, du coup, vont au travail pour faire beaucoup plus pour obtenir cette promotion parce que ils vont devoir continuer à acheter des choses qui coûtent beaucoup plus cher. Bref, tu vois, c'est pas sain, c'est pas sain. Et j'encourage les gens à réfléchir à la façon dont l'argent peut vous acheter plus que des belles choses. Et ça va vous donner également le pouvoir d'acheter votre liberté ou de racheter votre temps, le temps qu'on perd à aller travailler. Avoir plus d'argent, ça va te permettre d'essayer de rattraper le temps, même si on peut jamais vraiment le rattraper, tu vois. On continue les amis, on va passer au chapitre 10, économiser de l'argent. Dans ce chapitre, on aborde un peu la psychologie du livre. Et la richesse, elle se construit en épargnant et en investissant sur des très longues périodes. La façon de créer des économies, c'est au final de dépenser moins que ce qu'on peut gagner. Et les dépenses,
concrètement, elles sont motivées par vos désirs. Ce qui signifie que, bah, concrètement, si tu veux moins, si tu désires moins, bah, au final, tu vas dépenser moins. Donc, si tu te soucies moins de ce que les autres vont penser de toi, je pense que tu pourrais commencer à dépenser beaucoup moins pour des choses qui, au final, ils ont, ça n'a pas réellement d'importance pour toi, et de dépenser pour des choses qui comptent réellement. Tu vois, peut-être par exemple des dépenses avec ta famille, etc. Tu vois, tu veux faire une sortie avec ta femme et ton enfant, bah, ça a peut-être plus d'importance au niveau émotionnel pour toi que d'acheter un truc qui va finir à la cave, tu vois. Tu vois, tu peux dépenser moins pour des choses flashy, pour impressionner les autres, alors que tu pourrais passer peut-être à avoir plus de temps libre pour faire des choses pour passer tout simplement plus de temps avec ta famille et tes amis, tout simplement. Donc je pense que économiser de l'argent, ça t'offre quand même beaucoup plus d'options à l'avenir. On enchaîne avec le chapitre 12. Là, l'auteur va nous parler des prévisions de marché. L'histoire, ça peut être un très bon indicateur de l'avenir dans de nombreux domaines, mais clairement les amis, l'investissement, ça en fait pas du tout partie. Donc j'encourage vraiment, hein, je vous encourage les amis à vous méfier de quiconque qui vous dit moi je suis capable de prévoir l'avenir. Et parce que vraiment, en fait, au final, tout peut arriver. Une personne pourrait avoir des arguments solides pour te prouver qu'on va dans la direction A, et puis tu as une autre personne qui dit ok, j'ai des arguments solides pour aller dans la direction B. Le fait, c'est, le fait est simple, hein, c'est que l'avenir est quelque chose d'incertain, et il y a une chance que l'un ou l'autre se produise. Comme, tu vois, je vais te reprendre l'exemple du Covid, mais qui avait pu qui avait pu prédire que le Covid euh, serait pu donner des résultats comme ça, tu vois. Dis-toi, en février 2020, il y a quelqu'un qui aurait peut-être pu faire des recherches sur tout ce qui se passe en Chine et se dire, hop, 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 je pense que tout ça, ça va fermer l'économie va dégringoler, je ferais mieux de sortir de la bourse parce que on va entrer en récession, etc. Et bah, cette personne avait raison, tu vois, parce qu'en fait, le Covid a eu un impact massif sur l'économie. Cependant, il n'a pas pris en compte, c'est la réponse budgétaire de tous les gouvernements du monde. Donc, mi-février 2020, on voit que le S&P 500, cumulé à 3400, il a atteint un creux en 2300, en mars. Donc, si quelqu'un avait prédit un crash, il se serait senti comme un fucking génie à ce moment-là, tu vois. Il se serait dit, j'ai su prédire le marché. Sauf que le problème, c'est que la même année, fin d'année, le S&P 500 atteint 3750. Rien qu'en 2020, l'augmentation globale du S&P 500 a augmenté de 16% sur l'année. Un truc de ouf. Il y a énormément de gens qui se sont gavés pendant la crise du Covid. Donc, qui aurait pu prédire que le Covid aurait eu un impact positif? Tu vois, c'est un truc de dingue. Une autre idée qui est liée à ça, c'est que pour aller de l'avant et créer de la richesse, tu vas devoir prendre des risques. Mais si tu prends trop de risques, peut-être que le trop, c'est trop, tu vois. Et tu vas peut-être risquer d'être comme notre cher ami Jesse Livermore. Il aimait prendre des risques, mais il a laissé sa prise de risque prendre le dessus. Et au final, il a fini par prendre des risques tellement excessifs qu'il a tout perdu. Donc en fait, les investisseurs, ils doivent comment dire, être capables de trouver une sorte d'équilibre entre le niveau de risque pour s'assurer que ils sont dans le jeu, tu vois, mais pas trop, pas trop non plus. Et personnellement, tu vois, je pense que une partie de cette marge d'erreur, c'est d'avoir des finances euh, quelquefois conservatrices. Tu vois, personnellement, je vois que il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché. On a des taux en hausse, on a une inflation qui est élevée mondialement, on a des tensions mondiales instables. Et donc, tu vois, dans ces périodes, je préfère avoir peut-être un peu plus d'argent en main, et parce que ça va me donner l'opportunité potentielle d'acheter des offres qui vont être intéressantes si jamais il y a une correction brutale du marché. Tu vois,
On ne sait jamais ce qui peut arriver et il faut être capable de, de, de répondre à chaque situation. Et il ne faut pas oublier qu'une grande partie des finances personnelles, c'est quelque chose de psychologique et de comportemental. Et c'est pas basé sur des chiffres qu'on peut trouver dans un Excel, tu vois. Ok, on arrive au chapitre, on est vers la fin du livre, on arrive au chapitre 19. C'est l'avant-dernier chapitre. Et ce chapitre, tu vois, je le trouve excellent parce qu'en fait, l'auteur, il prend le livre et il va te résumer les principaux points à retenir pour ses lecteurs. Et je vais te donner quelques-uns de mes favoris. Je vais t'en prendre 5, 6. Allez, 6, c'est pas mal. Et on commence par le numéro uno. Numéro un, moins d'ego, plus de richesse. Économiser de l'argent, c'est concrètement l'écart entre votre ego et vos revenus. La richesse est créée en supprimant ce que vous pourriez acheter aujourd'hui afin d'avoir plus de choses et plus d'options à l'avenir. Et c'est logique en fait quand on y pense. C'est totalement logique et ça fait écho à ce que je répète aussi à travers ce podcast, mais la gratification immédiate et la gratification différée, pardon. Les gens veulent tout de suite et ils ne sont pas capables de mettre en stand-by leur gratification immédiate pour avoir beaucoup plus à l'avenir. Et c'est dommage. Point numéro 2, gérez votre argent d'une manière qui vous aide à bien dormir la nuit. Il y a certaines personnes qui dorment bien en essayant d'obtenir des rendements élevés, et puis il y a d'autres personnes qui dorment mieux en investissant de manière prudente. Il y a certains qui veulent être plus concentrés, tandis que d'autres essayent d'être plus diversifiés et ainsi de suite. Tout simplement, donc c'est à vous aussi de connaître comment dire, votre comportement, quel type d'investisseur vous êtes, tout simplement. Troisième point, si vous voulez faire mieux en tant qu'investisseur, la chose la plus puissante que vous pouvez faire, c'est d'augmenter votre horizon de temps. Le temps, c'est la force la plus puissante dans l'investissement. Je vous laisse aller sur Google et taper calculatrice à intérêt composé. Mettez 30 ans et vous allez voir ce qu'avec 400 balles par mois, vous serez capable de faire avec un rendement de 7%. Quatrième point clé du livre, utilisez l'argent pour prendre le contrôle de votre temps. Car ne pas avoir le contrôle de votre temps, c'est un frein tellement puissant et universel au bonheur. Point numéro 5. Vous n'avez pas besoin d'une raison spécifique pour économiser. C'est bien d'épargner pour un apport, pour acheter une voiture, acheter une maison ou une urgence quelconque. Mais épargner pour des choses impossibles à prévoir ou à définir, c'est aussi l'une des meilleures raisons d'épargner, tout simplement. Et numéro 6, donnez-vous une marge d'erreur. Donnez-vous un coussin financier. Et préparez-vous aussi à une grande variété de résultats. Ça signifie que si vous êtes fortement concentré sur une classe d'actifs ou une action particulière, prépare-toi aussi à ce que cette position ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Pourquoi ça serait toujours tout beau tout rose? Des fois, il y a des points négatifs, il y a des points noirs, il y a des zones d'ombre. Et ça fait partie du jeu de l'investissement. Voilà les amis, on passe au dernier chapitre intitulé Confession. J'ai bien aimé ce chapitre aussi parce que en fait l'auteur il va beaucoup plus loin dans ses propres finances et comment est-ce qu'il utilise lui-même son argent. Et il nous explique que son objectif principal c'est d'être financièrement indépendant. Et au fil des années, les revenus de sa femme et ses revenus à lui ont augmenté, mais ils ont maintenu un style de vie assez stable. Tu vois, ils n'ont pas dépensé pour de la merde parce qu'ils savaient que, ok, ils aimaient beaucoup les belles choses de la vie, mais être financièrement indépendant et en sécurité, c'était quelque chose de beaucoup plus important pour eux. Et donc, l'auteur nous explique qu'une partie de cette attitude vis-à-vis de l'argent, elle a été inculquée par son père. Son père, c'était un médecin urgentiste et en fait, à un moment, il a tout claqué, il a abandonné son taf et puis il a dit concrètement, pour moi, l'indépendance ne signifie pas que vous arrêtez de travailler, ça signifie que vous faites le travail que vous aimez, avec les personnes que vous aimez, au moment que vous voulez et aussi longtemps que vous le souhaitez. Je pense que cette citation est ultra puissante. Surtout, tu vois, quand on pense au nombre de personnes dans la société qui se présentent à un emploi uniquement parce que cet emploi va être utilisé pour payer les factures
Et donc au final, ils vont se présenter au travail tous les jours dans un job qu'ils vont pas aimer. Ils n'ont pas la possibilité d'accepter un emploi moins bien rémunéré, qui leur ferait beaucoup plus plaisir, ou même de démissionner complètement, ou de faire quelque chose qu'ils veulent réellement faire dans leur vie. Une autre chose que l'auteur fait et qui va à l'encontre de la sagesse conventionnelle, c'est de détenir beaucoup d'argent. Il nous explique qu'il détient 20% de ses actifs en liquide. Alors personnellement, je trouve ça totalement bête, totalement absurde, mais c'est ce qu'il a choisi de faire pour lui-même afin de se donner quand même un niveau d'indépendance et de liberté. Lui et moi, je pense qu'on n'a pas les mêmes objectifs financiers, on a des objectifs différents et des perspectives différentes. Euh, mais je maintiens quand même 20% de ses actifs en liquide, c'est une aberration. Quant à investir dans les actions, l'auteur investit uniquement dans les fonds indiciels, à savoir les ETF à faible coût, parce qu'il pense que cela maximise ses chances de succès à long terme. En effet, tout ce qu'il possède comme actif, c'est ce qu'il a, son argent, c'est 20% des liquidités qu'il a dans son compte courant, sa maison et ses ETF Vanguard. Et ça, sur ça, je pense que on est extrêmement d'accord. La puissance des ETF, c'est un truc de fou. Il nous explique aussi que il pense qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'effort d'investissement et les résultats d'investissement. Ça signifie que il y a de nombreuses personnes qui vont passer d'innombrables heures à chercher des informations, à chercher des actions, à chercher des investissements, et ils ne peuvent même pas battre quelqu'un qui a simplement investi dans un fonds indiciel. Au lieu de ça, l'auteur nous explique qu'il va se concentrer sur trois choses qu'il sait pouvoir contrôler, à savoir son taux d'épargne, qu'il essaie de maintenir à un taux élevé, de la patience et une pointe d'optimisme. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Franchement, c'est un livre que j'ai adoré. J'en ai personnellement tiré beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé par ce livre, je vous le recommande à lire, hein. Franchement, c'est vraiment une pépite. Encore une fois, n'hésitez pas à soutenir le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire qui fait du bien. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail du podcast, sur l'Instagram, Anthony-THRD. Donc vous pouvez me parler, vous pouvez me contacter si jamais il y avait des sujets que vous aimeriez qu'on discute à l'avenir. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas 1% chaque jour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.